Scène 1, Figaro-Suzanne. Le théâtre représente une chambre, à demi démeublée, un grand fauteuil de malade, et au milieu, Figaro, avec une toise, mesure le plancher. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleurs d'orange, appelé chapeau de la mariée. Scène 1, Figaro, Suzanne. 19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mûr ainsi? Sans comparaison, ma charmante, haut que ce bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, et doux le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc, là, mon fils? Je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux pas. Et pourquoi? Je n'en veux pas. Mais encore, Elle me déplaît. on dit une raison. Et je n'en veux pas. Je ne veux pas dire. Oh, qu'elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Et tu es mon serviteur, non? Je prends que l'humour contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, à 2 pas de chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'y a qu'un teinté du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin, pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte et craque en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il est à mon ami qu'il a de courtiser les beautés des environs, monsieur. Le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour de me donnant le son. Basile, ô mon mignon, si j'avais volé du bois vert, appliqué sur une échine, a dûment redresser la moelle épinière à quelqu'un. Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit, Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. on a tort. Apprends qu'il a des signes à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur. Tu sais, s'il était triste, Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ce domaine. eh bien, s'il a détruit et s'en répand, et c'est de fiancé qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise et mon front fertilisé. Ne te frotte pas donc. Quel danger! S'il a venu un petit bouton des gens, c'est superstitieux. Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'échapper à ce trompeur, à ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège, et empocher son or. De l'intrigue, de l'argent,
Te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Ce n'est rien que d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en le menant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir son coup de fouet par la peine, il n'y a plus aisé. 1000 sots coquins l'ont fait, mais on sonne à l'intérieur. Voilà, madame Evie. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Il y a encore quelque chose là-dessous. Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Figaro. Rêve à notre affaire. Pour ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. À mon amant, aujourd'hui, je t'en souhaite. Et qu'on dirait demain, mon mari? Figaro l'embrasse. Eh bien. C'est que tu n'as pas idée de mon amour. Quand cesserez-vous important de m'en parler de matin au soir? Quand je pourrai te le prouver, du soir jusqu'au matin. On sonne une seconde fois. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Oh, mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. La folle journée ou le mariage de Figaro est une comédie en 5 actes de Pierre Augustin, Caron de Beaumarchais, écrite à 46 ans en 1778, lue à la Comédie Française en 1781, donnée en brevet le 27 septembre 1783 dans la maison de la campagne de comte de Vaudreuil à Gennevilliers. Mais dans la première représentation officielle publique n'eut lieu que le 27 avril 1784 au Théâtre Français, aujourd'hui Théâtre de l'Odéon. Après plusieurs années de censure, ce fut un triomphe, un événement. Et l'occasion de polémiques, 68 représentations suivirent en 8 mois. Chef-d'œuvre du théâtre français universel, la pièce est en effet considérée par sa dénonciation des privilèges archaïques de la noblesse et plus particulièrement de l'aristocratie comme l'un des signes avant-coureurs de la Révolution française, donc comme une œuvre politique et satire de la société inégalitaire et d'injustice vénale d'ancien régime Louis XVI. La qualifia d'exécrable, qui se joue de tout ce qui est respectable, et donc la représentation ne pourrait qu'être une inconséquence fâcheuse, sauf si la Bastille était détruite en attribut au gros révolutionnaire d'antan. Le verdict, Figaro a tué la noblesse et à Napoléon la sentence, c'est déjà la révolution en action. C'est aussi une œuvre comique, au rythme endiable, la folie enfiévrée de la folle journée. De la folle journée illustre le comique et de répétition de mots ou de gestes. L'huissier de la pie se lève et rassit comme un pantin pour calmer l'audience. Bride d'oison, biguet, jeu muet, des pantomimes, god d'âme, de la scène 5, de la scène 5, acte 3. Le comique de situation d'une pièce à surprise quiproquo, péripétie, cascadante, coup de théâtre et rebondissement trépidant, autant qu'invraisemblable déguisement, identifié
est changé. Le comique de caractère bridoisant juge incapable et sourd. Le procès qui l'anime est un paradis de justice. Barthelot, médecin et avocat, pédant, prétentieux, ridicule, bonne humeur, général de la pièce grâce à la fraîcheur du jeûne, sympathique et délicieux, chérubin aussi grâce aux danses qui animent la représentation ségudile, fandango. Cette putulente comédie d'intrigue, de mœurs et de caractère rencontre aussi le drame bourgeois. Privilégié par Molière, théorisé par Diderot, ou les problèmes de société, les questions d'argent, d'âge et de mariage, les différences entre les classes sociales et les générations s'enracinent dans la trivialité et le langage de la vie quotidienne, avec un souci de vérité et de réalisme, de la matérialité de la vraie vie. Surgissent la question sociale, le questionnement moral, voire le pathétique, dans la lignée de Molière. C'est aussi une comédie de maître, de valet, avec un jeu de miroir déformant entre les deux caractères et positions. Beaumarchais y intègre en scène les principaux personnages de la première pièce de la trilogie, le roman de la famille Almaviva, situé en Andalousie, sud de l'Espagne, le barbier de Séville, ou la procuration inutile, 1775, le barbier Figaro devenu concierge du comte, le comte Almaviva et Rosine, appelée maintenant la comtesse Barthelot. Autre personnage essentiel de la première pièce joue ici un rôle beaucoup plus secondaire. 2 ans après sa première représentation, la pièce a été adaptée en opéra par Mozart et Lorenzo da Ponte, sous le titre Le Nozze de Figaro, Les Noces de Figaro. Une 3e pièce viendra clore la trilogie en 1792, L'autre Tartuffe ou la mère coupable, acte 1, scène première. C'est le matin des noces de Suzanne et de Figaro. Celui-ci fait des projets pour aménager leur future chambre. Suzanne lui révèle que le comte lui fait des avances. Il veut rétablir le droit de cuissage qu'il avait aboli il y a 3 ans de cela pour son propre mariage avec Rosine, devenue la comtesse dans Le Barbier de Séville. Scène 2. Figaro seul comprend, à la suite de la révélation de Suzanne, la raison pour laquelle le comte voulait l'éloigner du château. Il ne peut cacher son amertume de servir un tel homme et de remémore tout ce qu'il doit faire pour arriver à célébrer ses noces avec Suzanne ce soir. Scène 3. Barthelot et Marceline arrivent sur la scène. Au passage, Figaro se moque du docteur qui l'a trompé et volé dans Le Barbier de Séville. Il salua Marceline. Scène 4, 5 et 6. Marceline, amoureuse de Figaro, elle ignore qu'il s'agit de son fils, demande l'aide de Barthelot pour empêcher la noce. Elle veut divulguer le chantage d'exerce le comte sur Suzanne. Ainsi pensa-t-elle, Suzanne ne pourra que refuser de céder au comte et ce dernier empêchera le mariage. Pour se venger, arrive Suzanne qui se moque de l'âge de Marceline. Scène 7. Chérubin annonce à Suzanne que le comte le renvoyait
Il est au désespoir car amoureux de la comtesse, il ne pourra plus de la voir. Il prend au souvenir le ruban de nuit que Suzanne a porté à la comtesse. Scènes 8, 9, 10 et 11. À l'arrivée du comte, Chérubin se cache derrière un fauteuil. Le comte propose de l'argent à Suzanne pour qu'elle cède à ses avances. Le comte se cache, voyant arriver Basile, ce dernier se croyait seul, avec Suzanne la nadoie, et prétend que Chérubin tourne autour d'elle. Le comte montre et découvre Chérubin caché. Il croit à un rendez-vous galant entre Suzanne et Chérubin. 2. On est d'autant plus irrité que Chérubin connaît maintenant tous ses projets heureuses diversions. Une foule de paysans et de valets envahit la Seine, conduits par la comtesse et Figaro. Celui-ci demande au comte de célébrer sur le champ l'abandon du droit du seigneur. Celle-là sollicite la grâce de son filleul. Verdict embrassé du comte. La cérémonie aura lieu plus tard à Chérubin. Il partira pour l'armée à l'autre bout de l'Espagne. Mais Figaro, discrètement, lui souffle le moyen de rester au château. Acte 2. Chez la comtesse, Suzanne informe sa maîtresse, rêveuse et amère, des faits et gestes de Chérubin et du comte. Arrive Figaro qui expose son plan pour lui donner le change. Il a fait adresser au comte un billet anonyme l'informant que son épouse doit rencontrer un galant le soir même. Quant à Suzanne, il faut qu'elle fixe un rendez-vous au comte. Mais c'est Chérubin déguisé qui s'y rendra. Figaro va donc chercher le page qui, en tenue d'officier et son brevet à la main non cachetée, remarque la comtesse, reste avec les deux femmes. Il chante une romance d'adieu à la comtesse aussi émue que lui, et plus encore lorsqu'elle découvre au bras du page le ruban volé, taché de sang par une blessure. Elle lui reprend en feignant l'indifférence. Au même moment, le comte frappe à la porte fermée à clé. Chérubin court s'enfermer dans le cabinet de toilette, mais il fait tomber une chaise. La comtesse, plus morte que vive, prétend qu'il s'agit de Suzanne, et le mari jaloux en joie à celle-ci. Évidemment, sans succès de se montrer. Puis elle sort avec la comtesse, tremblante, pour chercher de quoi forcer la serrure, non sans avoir au préalable fermé à double tour la chambre. Où Suzanne, par bonheur, a pu se cacher. Elle ouvre donc à Chérubin, qui saute par la fenêtre, et elle prend sa place. Retour du comte et de la comtesse, qui finit par tout avouer et pardonner au comte la clé du cabinet stupeur. Si Suzanne, le comte Bruno implore le pardon de son épouse, qui se remettant peu à peu, fin d'avoir voulu punir sa jalousie. Le comte passe sa mauvaise humeur sur Figaro. Catastrophe. Le jardinier Antonio arrive avec à la main un pot de giroflée écrasé et le brevet, mais Figaro sauve la situation de justesse. C'est lui, dit-il, qui a sauté par la fenêtre et a gardé le brevet pour faire apposer le cachet. Rageusement, le comte vérifie. Il doit s'incliner. De nouveau, une foule envahit la scène avec Marceline, qui vient réclamer ses droits sur Figaro. Basile, rédoyé par le comte et dépêché au bourg pour y chercher les gens de justice. Demeurée seule, la comtesse
et Suzanne font le point. Impossible désormais d'envoyer Chérubin au rendez-vous. C'est donc la comtesse qui sous la parole Suzanne ira-t-elle même à acte 3, la salle du trône servant de salle d'audience au grand corrégidor qui commence à s'énerver fortement désarroi du comte qui se sent joué de tous côtés. Il a convoqué Figaro pour tenter au moins de savoir s'il est au courant de son intrigue avec Suzanne. Tête à tête aigu doux, d'attitude aigre et doux entre les deux hommes. Également, sur leur garde, Figaro se moque du conte tirade de God Dame, jureau anglais, Dieu me dame, qui permettrait de tout régler en Angleterre. Couplé sur la politique, qui croit néanmoins l'avoir passé jour, je vois qu'on lui a tout dit. Il épousera la duègne. Mais Suzanne retourne la situation en promettant au comte le rendez-vous tant espéré, en échange de quoi il déboutera Marceline. Hélas, un mot de trop de Suzanne à Figaro révèle au comte toute la manœuvre et il décide de se venger. Un bon arrêt bien juste. En attendant, Marceline puis Figaro essaient d'exposer leur cas à Britt Oison. Le juge assesseur d'Almaviva bègue et formaliste. Donc, le nom évoque le fantasque magistrat de Rabelais, Bridoye. Le procès commence. Bartholo, promu l'avocat de Marceline et Figaro engote longuement sur les termes et ou de la promesse de mariage. Le comte tranche enfin en condamnant Figaro à payer Marceline ou à l'épouser en désespoir de cause. Figaro, né de parents inconnus dans un enfant naturel, abandonné, qui ont su de sa condition de valet, porte l'humiliation de la bâtardise dans l'ancienne société. Se proclame gentilhomme afin d'échapper au verdict. Coup de théâtre, ses nobles parents se révèlent n'être en réalité que Marceline et Bartholo, lequel refuse obstinément d'épouser la mère de son fils. Marceline profère alors une violence dénonciation de la cruauté masculine et tombe dans les bras de Figaro, son fils retrouvé. Passage annonciateur du féminisme pour Marceline. Les hommes sont ingrats, pervers, lâches et dominent injustement les femmes. Et le sort des mères célibataires, des filles mères est lamentable. Suzanne, qui arrive avec l'argent donné par la comtesse, se croit trahie. Mais le malentendu se dissipe. Le comte rage et Bartholo se laisse fléchir. Acte 4. Une galerie du château. Badinage philosophique et amoureux entre les deux fiancés. La comtesse relance le jeu en dictant à Suzanne à l'issue de Figaro un billet donnant rendez-vous au comte une imprudence de chérubin arrivant déguisée en fille, en jeune paysanne parmi une troupe de villageoises. Et bientôt reconnue, tourne à la confusion du seigneur dont les vues sur Fauchette sont révélées à tous. La cérémonie décidée à l'acte 1
se déroule enfin, mais Figaro aperçoit le comte avec le billet entre les mains. Une indiscrétion de Fanchette lui en apprend. On apprend de Fanchette lui apprend la Provence ainsi que le lieu du rendez-vous. Marceline le tente déposer son fils ivre de jalousie et qui voudrait maintenant tout rompre. Acte 5. Aidé par le peu scrupuleux Basile, le comte fait à Suzanne des avances de plus en plus claires. Le comte doit alors faire face à une coalition, la comtesse Figaro et Suzanne, qui finira par triompher de lui. Ridiculisé lors d'un rendez-vous galant, qui était en effet un piège, il se jeta à genoux devant son épouse et lui demande pardon devant tout le village rassemblé, tandis que Figaro se marie enfin avec Suzanne.